Les critiques de la théorie du genre peuvent venir de différents camps. Dans ce cours-ci, je vais simplement en présenter deux, de façon très simplifiée. La philosophie conservatrice et le féminisme qu'on qualifie d'universaliste. Et je vous dis tout de suite que je vais simplifier dans un but pédagogique. Il est bien possible d'en prendre et d'en laisser dans la philosophie conservatrice et dans le féminisme universaliste. Et il y a des gens qui critiquent la théorie du genre qui sont plutôt des libéraux que des conservateurs. Mais avant de comparer la philosophie conservatrice et le féminisme universaliste, il importe de revenir sur la notion de genre et la différence entre le genre et le sexe. Le sexe, c'est un fait biologique. Dans la nature, il y a deux types de gamètes. D'une part, les gamètes mâles ou encore les gamètes flagellés. Chez les hommes, on les appelle des spermatozoïdes. Et d'autre part, vous avez les gamètes femelles, soit les ovocytes, les gamètes nourriciers, après la fusion du gamète flagellé de l'ovocyte. L'ovocyte va nourrir l'embryon. Bon, chez les femmes, on les appelle les ovules. Et ici, je précise que j'utilise les mots homme et femme dans leur sens normal. Dans les deux cas, il s'agit d'un sens millénaire. L'homme est le mâle de l'espèce humaine et la femme est la femelle de l'espèce humaine. Et c'est dans ce sens-là que les conservateurs et les féministes universalistes utilisent ces mots-là, et c'est le cas aussi de la grande majorité des gens. Par contre, ceux qui endossent une version ou une autre de ce qu'on appelle la théorie du genre utilisent souvent ces mots-là différemment. Bon, pour autant que j'ai pu constater, sans jamais vraiment donner de définition alternative substantielle à celle qui est reconnue par les dictionnaires et par les manuels de biologie et par les conversations ordinaires, mais bon, ils utilisent ces mots-là non pas en fonction du sexe, mais plutôt en fonction du genre. Mais justement, le genre, qu'est-ce que c'est? Ceux qui endossent une version ou une autre de la théorie du genre le définissent de deux manières différentes, soit comme une construction sociale, soit comme un ressenti subjectif. Alors, je vais commencer par la définition du genre comme construction sociale et sa différence avec le sexe. Alors, vous aurez compris que ce qui est relatif au sexe est biologique. Chez les humains, le dimorphisme sexuel s'étend à pas mal tout le corps. Outre le fait que les hommes aient un pénis et que les femmes aient une vulve, il y a aussi toute une série de différences. Les femmes ont des glandes mammaires qui font en sorte que leur poitrine se développe, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Elles ont un utérus alors que les hommes n'en ont pas. Les hommes développent une musculature plus imposante, ils ont une plus forte pilosité. On peut constater une différence dans la voix. Les hommes ont généralement une voix plus basse que les femmes et ça s'explique par le fait qu'ils produisent beaucoup plus de testostérone que les femmes. Et je pourrais continuer longtemps, mais je pense que ça suffit pour illustrer les différences qui sont liées au sexe. Dans notre espèce, il y en a beaucoup. Et pour conclure sur le concept de sexe, quoi qu'en disent les tenants de certaines versions de la théorie du genre, le sexe est binaire. Il y en a deux, mâle et femelle. Jusqu'à ce que les biologistes nous annoncent la découverte d'une autre sorte de gamète, d'une autre combinaison possible pour la reproduction que la combinaison mâle et femelle, on peut continuer de considérer qu'il y a deux sexes. Bon, il y a des espèces dont les organismes sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils produisent les deux types de gamètes, mais il y a quand même deux types de gamètes, pas trois, pas quatre, deux. Et notez que l'espèce humaine, quant à elle, elle n'est pas hermaphrodite, elle est sexuée. Les humains sont seulement mâles ou seulement femelles. Je mentionne que je suis au courant
de l'existence de personnes intersexuées, elles ne représentent pas des sexes supplémentaires. Leur condition est une anomalie statistique, et comme l'a écrit la philosophe féministe Réagent, on n'arrêtera pas de dire que l'espèce humaine est bipède parce que certains humains n'ont pas 2 jambes et 2 pieds leur permettant de marcher normalement, n'est-ce pas? Eh bien, l'existence de personnes intersexuées n'efface pas non plus le fait que l'espèce humaine se divise en 2 sexes. En ce qui concerne le genre, les humains se caractérisent, comme vous le savez, par le fait d'avoir une culture. J'ai déjà parlé des différences biologiques. Il y a des caractéristiques biologiques masculines et d'autres qui sont féminines. Mais on ajoute à ces différences biologiques des différences culturelles dans notre conception de ce qui est masculin et de ce qui est féminin. On considère certains métiers comme masculins et d'autres comme féminins. Par exemple, on a tendance à associer la mécanique et la menuiserie aux hommes et le soin des enfants et des malades aux femmes. On distingue des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Par exemple, dans notre culture, la robe que je porte avec l'encolure comme ça, le fait que je sois maquillée, que j'ai des fleurs sur la tête, ben ça vous étonne sans doute pas particulièrement, alors que si un homme était habillé, coiffé, maquillé comme moi, vous en seriez plus surpris. Et ici, je dis pas qu'un homme aurait pas le droit de s'habiller comme moi, et je ne suis pas non plus en train d'insinuer que vous qui m'écoutez auriez un problème avec ça non plus. J'ignore quelle est votre opinion sur le fait que des hommes portent des vêtements féminins ou que des femmes portent des vêtements masculins, mais en fait, peu importe que vous soyez quelqu'un qui accepte ça, qui le tolère, ou encore que vous soyez réticent à l'idée qu'un homme s'habille comme moi, il demeure que vous êtes moins habitué de voir des hommes avec des fleurs dans les cheveux puis une encolure comme ça que de voir des femmes ainsi vêtues et coiffées. Certains loisirs aussi sont associés aux garçons ou aux hommes. Le hockey, le football, pour tomber dans les clichés. D'autres sont associés aux femmes, comme la danse. Il y a des jouets associés aux garçons, comme les petits camions, par exemple. Il y a des jouets associés aux filles, comme les poupées. Alors, si on comprend le genre comme ça, mais bien entendu, il est plus malléable, il est moins rigide que les différences qui sont vraiment biologiques. Il y a des femmes qui aiment le hockey, il y a des femmes qui jouent au hockey, il y a des hommes qui travaillent comme infirmiers. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes habitudes vestimentaires que moi. Pour ma part, je me maquille quotidiennement. Je suis presque toujours en jupe, sauf à l'entraînement. J'ai toujours des accessoires dans les cheveux. Mais il y a des femmes qui font rien de tout ça. Il y a aussi des loisirs, des métiers qui sont pas plus associés à un sexe qu'à l'autre. On a l'habitude de donner des jeux de blocs aux enfants indifféremment aux enfants des 2 sexes. Le métier de juriste est désormais vu comme un métier aussi féminin que masculin. Dans les cultures occidentales, même si ça n'a pas toujours été le cas, aujourd'hui, devenir avocat, avocate ou notaire, c'est considéré aussi normal pour une femme que pour un homme. Tenez, les têtes de mort que je porte, ça c'est unisexe. Ça peut être porté aussi bien par des hommes que des femmes. Des bottes Doc Martens classiques, c'est un exemple de vêtements unisexe. Et tenez, justement, aujourd'hui, on parle de vêtements non genrés comme si c'était révolutionnaire. Comme si ça montrait une nouvelle ouverture à la société, une nouvelle ouverture de la société à ce qu'on appelle la diversité des genres.
Vous savez, des vêtements qu'on s'attend à voir portés aussi bien par des hommes que par des femmes, ça existait déjà quand moi j'étais en maternelle. Puis on avait déjà un mot parfaitement adéquat pour ça. On appelait ça des vêtements unisexes. Puis justement, je voulais mentionner que les tenants de la théorie du genre inventent beaucoup de mots et d'expressions. Ils changent le sens de certains mots. Et ça, c'est une critique qui leur est faite aussi bien par les conservateurs que par les féministes universalistes. Et déjà, le mot genre en français, avant la deuxième moitié du 20e siècle, on ne l'utilisait pas pour parler du masculin et du féminin, sauf dans un contexte, c'est-à-dire la grammaire. Là, aujourd'hui, ce serait censé être la traduction de l'anglais gender, mais il est à noter que gender, en anglais au départ, mais c'est tout bonnement un synonyme de sexe. Ça vient du grec genesis, qui a donné le latin genus, et ces racines étymologiques-là, elles ont donné lieu en anglais à gender, ainsi que generate, genital. Et il y a aussi des mots français qui viennent de cette racine-là, tels que bien sûr générer, génital, mais aussi engendrer. Vous remarquerez le lien direct avec la biologie. Le lien avec le sexe, c'est très clair. Alors, les tenants de la théorie du genre se sont mis à utiliser gender en anglais pour désigner la féminité et la masculinité en tant que construction sociale, et genre en français pour faire la même chose. Bon, ça a un certain intérêt théorique, parce que faire la différence entre ce qui est biologique et ce qui est social, y compris dans nos conceptions de la masculinité et de la féminité, ben ça a certainement son intérêt, et ça a son intérêt aussi de prendre conscience que quelqu'un peut être de sexe masculin, mais avoir des façons d'agir que culturellement on associe aux femmes, ou l'inverse. Mais je réitère que ce sont des usages passablement nouveaux des mots genre et gender. Bon, alors bien entendu, quelqu'un peut être de sexe masculin et adopter des occupations, des loisirs, des vêtements considérés comme féminins, ou l'inverse. Et beaucoup de gens le font en fait à des degrés variables. J'en reviens au fait que les tenants de la théorie du genre utilisent les mots femme et homme selon le genre des personnes plutôt que selon leur sexe. Alors, certains tenants de la théorie du genre vont dire qu'une femme, c'est quelqu'un dont les façons d'agir sont en majeure partie féminines, indépendamment de son sexe, et qu'un homme, c'est quelqu'un dont les façons d'agir sont en majeure partie masculines, indépendamment encore là de son sexe. Mais je réitère toutefois que, selon l'usage normal de ces mots, ils ont tout à voir avec le sexe et rien avec ce qu'on appelle genre depuis la deuxième moitié du 20e siècle, puisque le sujet du cours, c'est la critique de la théorie du genre. J'en profite premièrement pour rappeler que les conservateurs et les féministes universalistes, même si les deux groupes ont un rapport différent avec ce qu'on appelle le genre, ils utilisent les mots femme et homme selon le sexe des personnes, peu importe le genre qu'ils vont adopter. Et j'en profite pour vous mettre en garde contre un sophisme courant chez les tenants de la théorie du genre. Ils vont prétendre que tout le monde utilise les mots femme et homme selon le genre parce qu'on ne voit pas le sexe des gens, les parties génitales étant généralement cachées, donc ce serait au genre qu'on se fie pour dire madame ou monsieur, pour dire il ou elle. Eh bien, c'est faux. Comme je le mentionnais plus tôt, le dimorphisme sexuel, il s'étend à tout le corps chez les humains. Sauf de rares exceptions,
On peut deviner le sexe de quelqu'un même s'il est habillé, et peu importe comment il est habillé. En m'observant, vous remarquez sans doute l'absence de barbe, et puisque vous voyez aussi des épaules passablement étroites qui suggèrent une musculature plutôt légère, et que vous êtes en mesure de remarquer des renflements qui vous laissent deviner l'existence de glandes mammaires, et que vous entendez une voix plutôt aiguë, ben vous vous figurez sans que j'aie besoin de le dire que si j'ai pas de barbe, c'est pas parce que je suis rasée de près. C'est tout simplement parce qu'elle ne pousse pas. Que je porte un vêtement à l'encolure féminine, du maquillage, des fleurs dans mes cheveux, c'est pas ça qui vous indique que je suis une femme. Quand je porte un t-shirt unisexe, que j'ai pas de maquillage ni d'accessoires dans les cheveux, les gens voient bien que je suis une femme malgré ça. Et si vous voyez un homme habillé, coiffé et maquillé comme je le suis en ce moment, vous seriez capable de voir que c'est un homme en vous fiant à ses traits sexuels secondaires. Et même si un homme arrivait à modifier son apparence assez pour ressembler tellement à une femme que vous croyez que c'est une femme, la seconde où vous apprendriez qu'il est de sexe masculin, vous vous diriez « Ah, ok, c'est un homme, wow, la transformation est vraiment réussie. » Alors bref, selon une définition utilisée par les tenants de la théorie du genre, celui-ci serait un ensemble de faits sociaux. Je reviens dans la prochaine vidéo avec l'autre définition qu'ils utilisent.